On va poser la question, donc combien dure une tétée, combien on produit de biberon. Alors il n'y a pas de combien on produit de biberon. D'ailleurs, votre lait il change en plus de composition tout au long de la journée et tout au long de la tétée. Au départ, les premières suctions, c'est un petit peu d'eau et ensuite il va devenir de plus en plus riche. C'est vrai qu'on a un peu le flip en fait, on ne sait pas ce qu'il prend en fait, donc on ne sait pas s'il a assez bu, mais croyez-moi que quand il aura plus faim, il va s'arrêter tout simplement. On me demande aussi, est-ce qu'il tète les deux seins à chaque fois? Eh bien tout simplement, ça dépend des enfants. Il y a des enfants qui vont se contenter d'un sein, ça dépend des enfants et de la femme, parce que ça dépend de combien votre sein produit. Moi je sais que lors de justement son pic de croissance, à mon avis, il tétait les deux seins. Après, il tétait de temps en temps, pour une tétée, il tétait seulement un sein. Le meilleur moyen de savoir s'il a assez bu, eh bien, une fois qu'il a fini un sein, que vous voyez qu'il s'arrête, vous lui suggérez le deuxième. S'il prend, c'est qu'il a encore faim. S'il ne prend pas, c'est qu'il a plus faim, tout simplement. Combien de temps dure une tétée? Moi, ça durait entre 20 et 30 minutes. C'est assez raisonnable, c'est à peu près la même durée qu'un biberon finalement. Pour ce qui est de la question comment tu faisais pour allaiter au resto ou chez les amis, si je réponds à la question d'un point de vue pudeur et intimité, moi je dirais que je croyais que ça allait me déranger, me connaissant, comme je vous ai dit, je suis quelqu'un d'assez pudique. Et finalement, j'ai trouvé le moyen, je me suis aperçue qu'on voyait rien en fait quand je soulevais le t-shirt et que le bébé était sur mon ventre. Il cache mon ventre, mon sein est caché par le t-shirt. Donc bien sûr quand on le retire, c'est possible qu'on aperçoive, mais bon, les gens sont polis, ils ne sont pas non plus en train d'observer votre sein, d'observer le bébé tété. Donc il y a des mamans, il y a des femmes qui sont là, qui vont s'approcher, oh c'est mignon, et elles ne pensent pas vraiment à votre pudeur ou à votre intimité. Donc voilà, c'est à vous de voir comment vous gérez la chose. Finalement, c'est une question très personnelle. Moi, si vous me posez la question, est-ce que ça m'a gêné, je vous dirais non, mais il y a d'autres personnes qui vont vous dire, moi je suis allée chez des amis et plusieurs fois, j'arrivais pas, j'étais pas bien à l'aise, fallait que je sorte dans la pièce d'à côté, mais on venait me voir, donc j'aimais pas. Voilà, c'est vraiment la question est personnelle, du coup la réponse est aussi très personnelle, ça changera d'une personne à l'autre. Ce qui était très prenant et très fatigant, c'est qu'il y a eu la canicule et du coup son seul moyen d'hydratation c'était la tétée au sein, que je ne souhaitais pas lui donner d'eau parce que les pédiatres disent que c'est absolument pas nécessaire. S'il fait très chaud, votre sein, votre lait maternel l'hydrate très bien et vous n'avez pas besoin de lui suggérer un biberon d'eau. Par contre, du coup, il faut lui suggérer le sein toutes les heures. Donc moi, j'avais même pas besoin de lui suggérer le sein toutes les heures. Il tétait en fait toutes les heures et demie, toute la journée, donc surtout l'après-midi. L'après-midi, il tétait ce qu'on appelle les tétés en grappe, c'est-à-dire qu'il prenait en pas grosse quantité, mais il tétait souvent. Donc ça, faut être prête aussi, faut être disponible, faut avoir envie d'avoir son bébé accroché au sein. Faut pas avoir cette sensation d'être esclave de son bébé. Mais comme je vous ai dit, moi, comme ma voisine disait, toi t'as un bébé canicule en même temps, c'était une situation particulière où il faisait très chaud, donc l'été, moi j'ai un peu vécu dans une grotte, les volets fermés pour qu'il fasse frais dans la maison. On sortait plus le soir quand il faisait plus frais parce qu'on n'a pas envie que le bébé il soit exposé en pleine chaleur, bien sûr, on n'expose pas les jeunes enfants en pleine chaleur quand il fait très chaud. Et comme il faut leur suggérer très souvent de l'hydratation, eh bien moi c'était le sein, donc il fallait qu'il tète souvent. Donc voilà, j'étais un peu victime du climat, c'est comme ça. C'est un paramètre à prendre en compte. Si vous allaitez l'été et qu'il fait des fortes chaleurs, eh bien c'est fort possible que votre bébé il ait besoin de téter très souvent. Pour autant, je m'en suis un peu plaint à mon chéri, comme quoi j'en pouvais plus, que j'étais enfermée dans la maison et que du coup fallait qu'il tète très souvent. Mais pour autant, j'avais pas mal, j'ai pas eu de problème de crevasse ni de trop d'irritation. Et j'avais peut-être un peu plus mal au dos. Moi, j'ai eu la chance que dès 3 semaines, il faisait ses nuits. Donc, ce qu'on me disait, c'est qu'il fait des tétés en grappe, Justine, pour faire ses réserves, pour faire sa nuit de 10 à 12 heures. Donc, j'allais pas me plaindre d'avoir un bébé à l'été qui faisait ses nuits, parce que la pédiatre m'a dit que c'était quand même assez rare, un bébé élevé au sein qui fait ses nuits, parce que le lait maternel se digérant mieux, il se digère plus vite et du coup le bébé il a plus rapidement faim. C'est pourquoi les bébés qui sont élevés au biberon, il y a plus de chances qu'ils fassent leur nuit plus rapidement en fait. J'ai eu la chance, je touche du bois, qu'il fasse ses nuits directes, donc je me suis pas trop plaint non plus d'être hyper accaparée l'après-midi. Puis après, niveau émotion, niveau sensation, il y avait vraiment la tétée par exemple du matin qui rattrapait la chose, où j'étais là, oh c'est trop bien, c'est magique, c'est un moment de tendresse hyper intense,
qui rattrapait l'après-midi où j'étais hyper accaparée et où j'en pouvais plus en fait. J'avais différents instants dans la journée qui pouvaient équilibrer mon humeur et qui ont fait que finalement je suis satisfaite d'avoir allaité. La chose à laquelle je n'étais pas préparée également, c'est, je vous en ai un petit peu parlé, c'est l'utilisation du tire-lait. Alors, moi, le lait à la maternité, ma montée de lait avait du mal à arriver, enfin du mal. Tout le monde est dans l'attente, toutes les sages-femmes et les auxiliaires de puériculture qui viennent vous voir sont dans l'attente de la montée de lait. Et pour favoriser cette montée de lait, eh bien, on m'a fait prendre des tisanes qui sont bonnes pour la lactation. Ça a peut-être 1% d'efficacité sur votre montée de lait, mais pourquoi pas mettre toutes les bonnes chances de son côté. On m'a fait utiliser un tire-lait qui était un tire-lait électrique à la maternité, le tire-lait de la maternité, où le tire-lait de la maternité, en fait, vous avez un biberon à chaque sein, en fait. Vous avez deux treilleuses. Oui, vous avez en fait, donc j'étais pas préparée justement à ça en fait, parce que autant je trouve pas du tout que l'allaitement fasse vache à lait, que j'étais pas préparée à ressembler à une chèvre avec sa treilleuse en fait, et du coup j'étais pas du tout préparée au tire-lait, mais je vous assure que s'il faut ça pour favoriser un bon démarrage de l'allaitement et qu'on veut que ça se passe bien et qu'on est maman et qu'on veut mettre toutes les bonnes chances de son côté, et bien je vous assure qu'on le fait. Finalement je l'ai fait. Je voulais que mon chéri sorte en fait quand je faisais ça parce que j'appréciais pas trop qu'il me voit en train de tirer mon lait, mais bon voilà, ça c'est un choix personnel. Également, évidemment, quand vous avez une visite à ce moment-là, au moment où il faut tirer son lait, eh bien, c'est pas hyper agréable. Donc, sachant que en plus, moi, vu que la succion, plus vous têtez le sein, plus ça va produire de lait, eh bien, au départ, ça tétait uniquement le colostrum. Donc, on a l'impression, on passe 20 minutes à tirer son lait au tiré, et puis vous avez ça de liquide jaune dans le biberon. Mais bon, c'est du caviar, c'est hyper précieux, il n'y a pas intérêt à le renverser. Ensuite, ce qu'on fait pour qu'il prenne mieux le sein, c'est qu'on peut mettre une goutte de ce liquide un petit peu sur le sein pour qu'ils comprennent qu'il y a de quoi prendre aussi, que ça vient en fait de votre sein. Et du coup, le fait d'utiliser le tire-lait, comme je vous disais, comme on tète davantage votre sein, eh bien ça va dire au cerveau qu'il y a besoin de lait et que c'est là que vous allez vous mettre à produire du lait, vous allez rentrer dans votre phase de lactation. Et que, comme je vous disais, vous n'allez pas la louper. Il peut vous être prescrit par la maternité et il est 100% remboursé. Je vous recommande, si vous en achetez un, d'en acheter un électrique qui se branche sur secteur et où vous n'avez pas besoin de presser, tirer votre lait, parce que je vous assure qu'avec un tire-lait comme ça, comme moi j'ai acheté, il faut être patient parce que c'est un tire-lait manuel. Donc du coup, vous appuyez comme ça et c'est vous qui tirez votre lait de façon manuelle. Donc si ça met plusieurs demi-heures et que ça met du temps, vous pouvez avoir très rapidement mal au poignet. Donc à quoi ça ressemble? Je vais vous le montrer tout de suite. Ça ressemble à ça et vous avez une valve qui permet de faire un vide en fait. Vous collez bien ça à la peau pour qu'il n'y ait pas d'air qui empêche que le lait soit tiré. Et du coup ça remplit le biberon. Ensuite vous dévissez et vous avez juste à mettre une tétine dessus ou à transvaser dans le biberon dont vous vous servez. Moi j'ai acheté ça pourquoi? Parce que ça coûtait entre 15 et 25 euros, je ne m'en souviens plus le prix exact que je l'ai payé. Pendant tout le long de mon allaitement à temps complet de mon fils, j'ai pas eu besoin de tire-lait. Je me suis servi d'un tire-lait uniquement pour la transition, pour tirer mon lait, pour le mettre dans un biberon, pour l'habituer à la tétine. Ce qui fait que je pouvais me permettre de bosser un peu et de tirer mon lait de façon manuelle. Parce que je m'en suis servi 3-4 fois en fait, je ne me suis pas servi du tout le long de mon allaitement. Si vous en avez besoin vraiment tout le long de votre allaitement, je vous recommande vivement de prendre un tire-lait électrique ou de prendre celui de la pharmacie. Pourquoi c'est bien d'avoir un tire-lait chez soi? C'est en cas d'engorgement. Si vous êtes quelqu'un qui produit beaucoup plus que la demande, moi c'était pas mon cas. Moi ma poitrine s'est hyper bien adaptée à la demande de mon fils. Je produisais le lait au bon moment pour la tétée, je produisais assez et ensuite j'étais soulagée une fois qu'il avait tété. Il tétait souvent les deux seins à la fois, donc impec. Mais certaines produisent beaucoup plus de lait que ce que le bébé a besoin et du coup c'est bien d'avoir un tire-lait pour se soulager et pour pas avoir les seins hyper douloureux, hyper durs et avoir un engorgement. Ça peut faire une infection et vous pouvez avoir de la fièvre et ça peut créer problème et ça peut vous foirer votre allaitement.
en plus d'autres complications. C'est bien du coup de tirer son lait pour se soulager. Alors, si vous faites ça, faites-le juste après qu'il ait tété et ne le faites pas en plein milieu de 2 tétés, c'est-à-dire que s'il tète à midi et qu'il doit téter ensuite à 16 h, ne le faites pas à 14 h, faites-le à midi et demi juste après sa tétée, pour pas que votre cerveau croie qu'il s'agit d'une autre tétée et croit qu'il faut en produire encore plus de lait pour satisfaire la demande. Et aussi, si vous avez besoin de vous absenter, si quand vous reprenez le travail, vous avez envie de continuer à ce que votre bébé ait votre lait et non pas du lait en poudre, eh bien vous pouvez avoir un tire-lait pour tirer votre lait et vous le donner à la nourrice et du coup il a votre lait dans un biberon. Ce que moi j'avais acheté avant d'aller à la maternité, c'est dans le magasin Autour de bébé qui me les avait recommandés. C'est des coquilles en silicone qui se mettent dans le soutien-gorge. Donc dans le soutien-gorge, vous mettez toujours des coussinets d'allaitement. C'est un disque, je crois que c'est en coton, qui est censé absorber les excédents et pour pas que vous vous retrouviez le t-shirt trempé. Je vous avais dit dans ma vidéo produit terminé, produit de bébé terminé, que les coussinets d'allaitement mot d'enfant étaient les moins chers qu'on pouvait trouver sur le marché. Je n'ai pas encore trouvé meilleur rapport qualité-prix que ceux de la marque Repère Leclerc mot d'enfant. Ayez toujours ça avec vous. Également pour les changer, vous mettez ça dans votre sac à main ou dans votre sac à langer. Ceux-là, ils sont emballés et du coup, je vais vous en ouvrir un parce que je m'en sers plus. Je vais pas faire ma radine. Hop. Vous avez ce coussinet, vous avez l'autocollant qui s'enlève pour le coller à votre soutien-gorge et vous avez ce disque qui est comme une serviette hygiénique en fait. Ça absorbe le lait qui s'écoule en trop et ça vous permet de ne pas vous mettre mal à l'aise si vous avez un excès de lait et de ne pas vous retrouver le t-shirt trempé en société. Et quand vous êtes chez vous, parce que ça en société, quand vous êtes au boulot, vous n'allez pas l'utiliser, hein, vous pouvez utiliser ces coquilles-là, qui sont des coquilles trouées et qui peuvent permettre de récupérer les excédents justement pour éviter d'avoir à tirer encore plus de lait parce que si même il s'écoule 5 ml, ben c'est 5 ml à ne pas perdre que vous pouvez reverser dans un biberon que vous donnerez ensuite à votre fils. Ça m'a beaucoup servi notamment quand je suis passée au lait en poudre dans la période de transition de sevrage. La matière est très agréable, c'est vraiment très bien fait ce truc là. Il y a comme des petites boules qui viennent appuyer un petit peu sur les canaux de lait pour que ça tète pas votre sein mais bien favoriser l'écoulement dans la coquille. J'avais acheté également des bouts de sein en silicone qui m'ont pas servi pour au cas où j'aurais eu mal au sein, on met un bout de sein en silicone pour éviter de vous torturer le mamelon quand il tète. Ça coûte 3 balles en supermarché, moi je m'en suis pas servi, c'est encore dans son emballage d'origine, mais ça peut servir et c'est peut-être mieux de l'avoir pour 3,50 € ou 5 €. Ça coûte rien d'en avoir de côté au cas où vous auriez mal. Si vous avez une grosse montée de lait, que vous avez besoin de vous soulager, que vous produisez plus de lait, vous pouvez aussi aller sous la douche, passer de l'eau chaude. Ça va venir en fait dilater vos canaux de lait et du coup vous allez avoir du lait qui sort sous la douche. Ça va vous soulager. Vous pouvez également vous masser. Alors également quand on est en société c'est pas facile. Moi ça m'est arrivé d'être à un dîner avec des amis et que j'avais les seins hyper durs en plein sevrage justement et que c'est vrai qu'on recommande de se masser mais j'allais pas pendant qu'il y avait mes amis aller sous la douche chaude et j'allais pas me masser les seins à table. Donc c'est plus facile à dire qu'à faire. Donc ça me fait répondre aux questions d'une autre personne qui m'avait posé des questions sur Instagram. A-t-on des crevasses? Alors il faut savoir qu'on n'a pas forcément des crevasses. Tout comme toutes les femmes n'ont pas besoin d'une épisio à l'accouchement, et bien toutes les femmes n'ont pas des crevasses quand elles allaitent et moi je n'en ai absolument eu aucune. Ça m'a pas fait d'irritation et ça ne m'a pas fait de crevasse. Une crevasse c'est quoi? C'est comme une gerçure sur les lèvres mais c'est au niveau du mamelon, c'est la peau qui se fissure à force d'être usée par la succion du bébé. J'imagine que ça doit faire un mal de chien, et il paraît que ça fait un mal de chien et j'ai pas de doute là-dessus quand on voit le mal que ça fait une gerçure à la lèvre, j'imagine quand c'est au niveau du mamelon. On vous prescrit dans ce cas-là une crème qui n'est pas donnée et qui n'est pas remboursée en pharmacie, qui est à la lanoline, je ne sais plus comment elle s'appelle Lancino je crois. Certaines la mettent avant que le bébé naisse pour faire un petit peu un film gras, pour nourrir la peau en fait et puis
prévenir en fait de ces crevasses. Moi je pense pas que ce soit nécessaire de le mettre en prévention. Après voyez ce que votre sage-femme ou votre gynécologue ou votre médecin vous conseille. Et également voyez pour la position justement si vous avez des crevasses, c'est peut-être que justement la bouche est pas assez bien ouverte comme je le disais et assez bien positionnée, ou voyez pour changer de position. La position la plus connue comme je le disais c'est la madone, et si vous le mettez dans une autre position quand vous êtes allongé sur le côté, et bien sa bouche ne sera pas dans le même sens et du coup ça évite de retorturer en fait la crevasse au même endroit. La bouche ne sera pas orientée de la même façon et du coup ça vous soulagera un peu que le bébé il tète pas au même endroit. Un des derniers conseils que je peux vous donner, c'est de prendre soin de vous niveau sommeil, alimentation et niveau hydratation. Pourquoi? Parce que vous dépensez plus d'énergie du fait que vous êtes en train de produire du lait. C'est une dépense énergétique, il faut quand même vous reposer. On vous dit souvent à la maternité, dormez quand bébé dort, et bien essayez quand il fait sa sieste, pourquoi pas vous aussi faire une sieste, de vous coucher pas trop tard. Bref, reposez-vous un peu parce que c'est quelque chose qui peut être fatigant d'allaiter son enfant. Et comme je disais, c'est une dépense énergétique, donc c'est pas le moment de faire un régime pour perdre votre poids de grossesse. Mangez équilibré et hydratez-vous bien parce que vous devez produire du lait et l'hydratation de votre enfant, donc ça passe aussi par une bonne hydratation de vous-même. Hein, c'est vrai, hein? Profitez-en aussi pour manger hyper diversifié, parce que profitez-en pour éveiller votre enfant au goût, parce que tout ce que vous mangez passe dans le lait. C'est vrai que ça peut arriver qu'il ait une mauvaise réaction si vous avez mangé par exemple quelque chose de fort, des asperges, et qu'il n'aime pas. Il peut reculer un petit peu parce que votre lait va avoir un goût différent. Moi c'est jamais arrivé, il a vraiment toujours pris mon lait quoi que je puisse manger. Petite anecdote rigolote, c'est que cet été j'ai mangé beaucoup de pêches parce que mon papy a des pêchés, on allait cueillir des pêches, on a mangé des pêches de nos pêchés, on lui faisait des bisous et je me suis aperçue qu'il avait la laine qui sentait la pêche en fait. Le goût de la pêche était vraiment passé dans le lait. Que je réponde à la question de Mathilde qui demandait est-ce que ça fait mal avant, pendant, après. Donc la montée de lait peut faire mal, mais de toute façon même si vous allaitez pas, vous avez la montée de lait, hein. Enfin la plupart des femmes l'ont et du coup ça fait mal. Ça fait mal quand on la soulage pas, que là votre bébé eh bien il va venir téter le lait qui est produit, donc du coup ça va vous soulager, et après comme je vous ai dit ça se adapte à la demande, donc du coup la première montée de lait elle est vraiment un petit peu exceptionnelle parce que ça va pas être toujours comme ça. Enfin il y a des femmes qui donnent vraiment beaucoup de lait et que du coup ont toujours une forte montée de lait importante. En tout cas c'était pas mon cas, moi ça s'adaptait vraiment à la demande de mon fils et du coup j'avais pas les seins énormes et souffrant toutes les heures en fait. Il y a juste le matin, vu qu'il faisait ses nuits, et ben mes seins tenaient 12 heures sans téter et je peux vous dire que j'étais contente le matin quand il se mettait à téter, et c'est là où ça me faisait un petit peu mal pendant les 3 premières suctions en fait, les 3 premiers coups de succion, le temps qu'il vide vraiment ce qui tendait mon sein à outrance, et bien c'est là que ça faisait un peu mal, mais sinon tous les 20 minutes de tétée en fait ne font pas mal, hein. Ça peut paraître une sensation bizarre. Il y a dans les bouquins, il y a différents témoignages qui montrent que certaines ressentent telle chose, certaines ressentent autre chose. Là, je voulais en venir au sevrage en fait et à la diversification alimentaire. Pour moi, ça a été compliqué en fait à gérer parce que j'étais un peu plus paumée que pour démarrer l'allaitement. En fait, pourquoi? Parce que justement, quand je vous disais de vous informer, eh bien, dans tous les bouquins qu'on trouve, eh bien, on trouve plus de choses sur comment démarrer l'allaitement, comment le mener à bien, comment faire pour que ça se passe bien, mais on ne vous parle pas comment l'arrêter. Pourquoi? Parce que c'est souvent rédigé par des personnes qui sont pro-allaitement et que c'est comme si vous deviez allaiter votre enfant jusqu'à 6 ans. Et le bouquin que j'ai eu beau fouiller à la fin, on ne parle pas beaucoup de diversification alimentaire, de sevrage et tout. Donc j'ai dû un peu, en demandant à certaines copines, j'ai fouillé un peu sur d'autres blogs finalement pour savoir un peu comment on sevrait l'enfant élevé au lait maternel. Et bien tout simplement, moi comment j'ai fait? En fait, vous lui proposez un biberon dans la journée. Vous savez quand j'ai proposé ce premier biberon, parce que je l'avais filmé dans mon vlog du mois de septembre, dans mon vlog mensuel. Comme vous avez pu voir, eh bien, il n'en a pas du tout voulu. Tout simplement, on s'est rendu compte qu'il n'aimait pas le goût du lait en poudre. Parce que une fois après que j'ai eu tiré mon lait et que je l'ai mis dans le biberon et que je lui ai reproposé mon lait dans un biberon, et bien là il l'a pris. Il n'était pas vraiment réticent à la tétine en silicone, mais il était réticent au goût du lait en poudre. J'ai essayé de l'habituer à la tétine. En fait j'ai fait les choses étape par étape. D'abord l'habituer à la tétine et ensuite l'habituer au lait en poudre.
Alors moi, comment ça s'est passé? Un mois plus tard, après cette première tentative, j'ai dû m'absenter. J'avais tiré mon lait en plusieurs fois. Et dès le plus jeune âge, les enfants sont très ingrats. Le papa du bébé gardait son fils, donc son papa le gardait pendant que j'étais partie travailler. Il y avait mon lait dans un biberon qu'il a fait réchauffer. Il a préparé à côté un biberon de lait en poudre parce qu'on voulait quand même passer au lait en poudre. Et du coup, ce jour-là, il a bu mon biberon et il a bu le lait en poudre d'une traite. Donc voilà, suffit que j'étais pas là, suffit que j'étais peut-être plus prête, suffit que il savait que voilà que j'étais pas là et que il était prêt. Pourquoi moi ça a été difficile? Parce que du coup j'avais très mal durant ce sevrage. Pourquoi? Parce que certaines tétées sont remplacées par un biberon, donc du coup vous n'êtes pas soulagé, vos seins ne sont pas vidés comme d'habitude et j'avais les seins énormes, les seins très très durs comme de la pierre. On vous dit de masser vos seins, mais aller masser de la pierre, c'est pas si simple. La théorie, c'est que on passe un biberon dans la journée, une semaine après, une fois qu'il est habitué à un biberon, on alterne, on passe 2 biberons par jour, donc un biberon, une tétée, un biberon et puis une autre tétée. Mais du coup, moi, vu qu'il faisait ses nuits, eh bien, ça se calait pas toujours de façon à ce que mes seins soient soulagés régulièrement. On vous dit d'éviter d'utiliser le tire-lait parce que vos seins ne vont pas se sevrer, en fait, vos seins ne vont pas se tarir parce que le cerveau va croire qu'il y a une autre demande en lait du fait que vous tirez votre lait. Donc, à la limite, il faut vraiment tirer juste l'excédent pour se soulager, mais pas se vider complètement. C'est pas le sevrage, c'est pas lui qui a été compliqué, c'est moi qui a été difficile à me tarir en fait parce que je continuais de produire du lait et que parfois ça m'est arrivé, comme j'avais pas envie d'utiliser le tire-lait, il avait pas faim, je lui ai suggéré mon sein qu'il a pris direct parce que c'est un petit glouton. Juste pour me soulager, en fait, je lui ai suggéré mon sein alors que il venait de prendre le biberon et c'était juste pour me soulager en fait. Ça a été très dur de ce point de vue-là, mais encore une fois, comme le démarrage, il faut être patient. Je sais que c'est pas facile, mais on en vient à bout. Certaines, comme moi, plus longtemps que d'autres. Essayez un petit peu de vous adapter, d'anticiper les choses, de vous renseigner, de vous faire aider et je suis sûre que ça se passera bien comme moi, au final, ça s'est très bien passé. Donc pour la diversification alimentaire, à partir de 4 mois, vous pouvez commencer à intégrer des purées en plus du lait, qu'il soit maternel ou lait en poudre. Hein. Vous pouvez tout à fait faire lait maternel avec les purées en même temps, c'est pas interdit, c'est tout à fait possible. Et mon médecin nous avait recommandé d'introduire des légumes d'abord, des légumes verts en première purée et il se trouve que finalement on a introduit d'abord un petit pot de pommes abricots qu'il a très bien pris, il en redemandé, il prenait tout de suite très très bien la cuillère. On avait acheté des cuillères en silicone, je vous les ai montrées dans mon article haul, en fait, haul pour bébé, je vous mettrai le lien ici et en barre d'infos. Il préfère ces cuillères là que les cuillères métalliques bien sûr. Et ensuite on a passé des purées Blédina en petits pots de légumes. J'ai allaité pendant 4 mois pleins, sans lait en poudre, sans rien d'autre, sans eau non plus plate à part, pendant 4 mois et 1 semaine en fait, et ensuite pendant 1 mois et 2 semaines à peu près, le temps du sevrage en fait, on a fait moitié biberon en lait avec du lait en poudre, moitié lait maternel. Une fois qu'il a été sevré en fait, on a nous intégré les purées à partir de 5 mois du coup, parce qu'on a intégré les purées une fois qu'il ne tétait plus mes seins. La dernière tétée du matin était le 22 novembre, je crois. On a un petit pincement au cœur quand ça s'arrête, mais à la fois c'est ce que je voulais. Je vous conseille d'ailleurs d'arrêter quand vous le souhaitez et pas parce qu'on vous dit qu'il faut allaiter 2, 3 mois, 1 mois. Faites comme bon vous semble, encore une fois, c'est votre enfant, c'est votre corps, c'est votre quotidien, c'est la gestion de votre emploi du temps à vous. Et du coup, faites comme bon vous semble et comme ça vous fait plaisir. À partir de 6 mois, on a intégré des purées qui contiennent de la viande, donc jambon, poulet ou poisson. Et à midi, oui, il ne prend pas de bibi, il fait un repas complet avec légumes, viande et une compote ou un laitage. Et le soir, son biberon de lait, je mets du blé dîner dedans, c'est de la poudre de céréales avec des légumes également. Et je vous mettrai le nom ici ou l'image ici de la pub peut-être. Et je pourrais aller chercher la boîte, mais là j'ai la flemme. Mais ça, le soir, ça le cale bien, c'est fait pour le soir et ça le cale bien pour toute la nuit. Encore une fois, c'est pas des conseils, je vous parle de moi, de mon fils, de ma conception de l'alimentation, mais on n'a pas toutes la même conception de l'alimentation. Certaines sont anti-lait de vache, donc du coup n'intégreront pas de yaourt
en plus du lait maternel. Certaines voudront allaiter avec leur lait jusqu'à 2 ans. Enfin voilà, on n'a pas toute la même conception de l'alimentation, donc écoutez ce que le médecin vous recommande, et faites aussi selon votre conception de l'alimentation, qui doit être bien sûr bonne et complète et équilibrée pour votre enfant. Autre avantage certain de l'allaitement que j'ai découvert avec le temps, c'est que c'est toujours prêt. Votre enfant, il n'a pas le temps de pleurer, que hop, vous relevez votre t-shirt, vous le mettez au sein et voilà, vous ne l'entendez jamais pleurer de faim parce que d'une part, vous avez toujours au sein avec vous, hein, logiquement, et d'autre part, c'est chaud, c'est à température, vous avez le chauffe-biberon sur vous, hein, c'est à température de votre corps et juste à point comme il faut tout de suite. Vous n'avez pas dans votre sac à langer tout ce qui est biberon, lait en poudre à trimballer, et ça je peux vous dire que moi quand j'ai dû trimballer, limite j'aurais oublié le repas moi pour mon fils en m'en allant parce que j'étais pas du tout habituée à préparer un biberon de lait en poudre. Votre sein il fuit pas de partout alors que le biberon, même quand vous le donnez, je me suis retrouvée à aller chercher mon chéri au train à une horaire où il fallait qu'il prenne le biberon. Le biberon il en avait plus dans le bavoir que dans la bouche. Tellement que la tétine était mal mise, ça fuyait, c'était dans la voiture, c'était horrible, j'avais les mains qui collaient parce que j'en avais partout sur les mains, alors que quand vous le mettez au sein, et ben, en général ça fuit pas partout, il n'y en a pas partout. Bon, vous pouvez vous retrouver avec une petite tache de lait sur le t-shirt qui a coulé à côté, mais bon, c'est pas dramatique. Bien que vous achetez des coussinets d'allaitement, ça a un avantage économique certain, c'est-à-dire qu'une boîte de lait en poudre, ça coûte 13 € à 14 € selon la marque, et je peux vous dire que vous en enquillez si vous le nourrissez au biberon, donc allaiter au sein, eh bien c'est une certaine économie. Donc j'ai pas fait ça pour ça, mais on s'en rend compte quand après on passe au biberon et qu'il faut ensuite acheter ce lait en poudre. Si je devais conclure, je dirais que pour moi, malgré un allaitement difficile à démarrer, mais qui a mis vraiment une semaine, le temps de la maternité à démarrer, enfin 4 jours en bref, je dirais que mon allaitement a été un allaitement de rêve. J'ai des copines d'ailleurs qui m'envient d'avoir eu un allaitement aussi parfait, aussi positif. Moi ça a été vraiment des moments géniaux avec mon fils. C'était nos moments à nous, c'est des moments que je regrette un petit peu de temps en temps, notamment la tétée du matin, je vous en avais parlé comme du meilleur moment de ma journée. C'est vraiment des moments intenses, de pleine tendresse, des moments de contact avec votre enfant qui sont géniaux, qui sont formidables. Le papa, il se sent pas forcément exclu, et lui, il a le bain, il a après le moment de donner les petits pots, il peut le promener. Enfin, moi, je pense pas qu'il se soit senti exclu. Quand on se mettait tous les deux allongés dans le lit avec mon fils, eh bien, le papa venait nous faire un câlin aussi. Il était là, allongé également dans le lit de temps en temps quand il pouvait le faire. Donc, je pense pas qu'il se soit senti exclu. Et puis, en plus, ça lui tenait à cœur que j'allais être aussi. Donc, voilà, de ce point de vue-là, ça s'est très bien passé. Donc, vraiment, le dernier conseil que je peux vous donner, c'est de vous faire plaisir, en fait. C'est de vraiment profiter de ces instants et de faire comme bon vous semble, de commencer si vous êtes prête et d'arrêter quand vous êtes prête. Voilà, profitez à mort parce que ça arrive pas 10 fois dans la vie, enfin sauf si vous faites 10 enfants, hein, mais de nos jours ça arrive de moins en moins. Moi je sais que je voudrais un jour un deuxième enfant, pour autant je vais pas recommencer demain, il a que 6 mois. Je sais que je voudrais réallaiter, mais pour autant je sais pas où je serai, ce que je ferai. Aujourd'hui la vie change tellement souvent que peut-être le deuxième ou la deuxième je pourrais pas l'allaiter pendant 5 mois comme j'ai fait pour le premier, et du coup profitez un max de cette merveilleuse chose qui vous arrive de pouvoir allaiter votre enfant. Que cette vidéo est terminée, je vais vous donner rendez-vous sur le blog dans la zone de commentaires où je vous invite à poster des commentaires sur votre expérience de maman, sur votre expérience du biberon, sur votre expérience de l'allaitement maternel. Donnez-vous des conseils, répondez-vous entre vous parce que voilà, j'ai pas la science infuse, c'était mon expérience à moi, mais c'est bien de partager chacune vos expériences. N'hésitez pas donc du coup à les partager en commentaire. Peut-être si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires. Peut-être que ça pourra introduire une autre vidéo pour répondre aux questions auxquelles je n'aurais pas répondu dans celle-ci. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao!